Bien sûr, un autre élément important est le biais d'autocomplaisance auquel nous sommes tous soumis. Pensez-vous que le véritable moi intérieur ait le droit de faire tout ce qu'il souhaite? Par exemple, pourquoi le vrai moi ne devrait-il pas dépenser plus que ses revenus? Eh bien, il était une fois un homme qui devint le compositeur le plus célèbre du monde, mais qui fut profondément malheureux la majeure partie de sa vie. L'une des raisons de ce malheur était qu'il dépensait davantage que ses moyens. Cet homme, c'était Mozart. Si Mozart n'a pas su s'en sortir avec ce genre de comportement insensé, je ne pense pas que vous devriez essayer non plus. De manière générale, l'envie, le ressentiment, la vengeance et l'auto-apitoiement sont des modes de pensée désastreux. L'auto-apitoiement frôle souvent la paranoïa, et la paranoïa est l'une des conditions les plus difficiles à inverser. Vous ne voulez absolument pas glisser vers l'auto-apitoiement. J'ai un ami qui portait un gros paquet de cartes de citation, d'environ cette épaisseur, et lorsqu'une personne exprimait des paroles teintées d'auto-apitoiement, il sortait l'une de ces cartes, la première du paquet, et la lui tendait. La carte disait: Votre histoire a touché mon cœur. Jamais je n'ai entendu parler de quelqu'un ayant autant de malheur que vous. Vous pourriez dire cela avec une certaine arrogance, mais je vous conseille de vous donner une de ces cartes chaque fois que vous sentez que vous dérivez vers l'auto-apitoiement. Peu importe la raison, même si votre enfant est atteint d'un cancer, l'auto-apitoiement n'améliorera pas la situation. Donnez-vous simplement une de ces cartes. C'est une attitude ridicule à adopter, et en l'évitant, vous acquérez un grand avantage sur presque tout le monde, car l'auto-apitoiement est un état d'esprit courant, alors même qu'on peut s'en défaire avec un peu d'entraînement. Et bien sûr, il y a ce biais d'autocomplaisance. Vous devez éviter de penser que ce qui est bon pour vous est forcément bon pour la civilisation tout entière. Rationaliser toutes ces conclusions absurdes issues de cette tendance inconsciente à servir avant tout ses propres intérêts est une façon de penser terriblement inexacte. Bien sûr, vous devez déraciner cela de votre esprit, car vous voulez être sage, non pas stupide. Vous devez également prendre en compte le biais d'autocomplaisance chez les autres, car la plupart des gens ne parviendront pas vraiment à s'en défaire complètement. C'est la nature humaine. Et si vous ne tenez pas compte de ce biais dans votre propre comportement, vous êtes, encore une fois, naïf. J'ai vu un brillant juriste, diplômé de la Harvard Law Review et conseiller juridique général chez Salomon, ruiner sa carrière. Voici ce qu'il a fait. Lorsque le PDG a appris qu'un subordonné avait commis une erreur, le conseiller juridique général a dit: Eh bien, nous n'avons aucune obligation légale de signaler cela, mais je pense que c'est notre devoir moral de le faire. Et il avait totalement raison. Mais, bien sûr, cela n'a pas fonctionné. C'était une décision très désagréable pour le PDG, qui a reporté encore et encore, jusqu'à ce que la situation dégénère en un scandale majeur. Le PDG est tombé, entraînant avec lui le conseiller juridique général. Dans ce genre de situation, la réponse appropriée, comme l'a dit Benjamin Franklin, est: si vous voulez persuader quelqu'un, faites appel à son intérêt, non à sa raison. Le biais d'autocomplaisance est si puissant. Si le conseiller juridique avait dit: Regardez, cela peut éclater et tout détruire, votre argent, votre statut, c'est une catastrophe potentielle, cela aurait fonctionné. Il faut faire appel aux intérêts de la personne tout en ayant des intentions nobles, bien sûr, mais ne vous abstenez pas de faire appel aux intérêts personnels. Un autre point, les incitations perverses. Il ne faut pas se retrouver dans un système d'incitation perverse qui vous pousse à vous comporter de manière de plus en plus insensée, voire pire encore. Les incitations sont un moteur bien trop puissant de la cognition et du comportement humain. Dans certains cabinets d'avocats modernes, par exemple, vous trouverez des quotas d'heures facturables. Personnellement, je n'aurais jamais pu vivre avec un quota de 2400 heures facturables par an. Cela m'aurait causé d'énormes problèmes, et je ne l'aurais pas supporté. Je n'ai pas de solution à vous proposer pour ce type de problème, vous devrez trouver votre propre réponse. Mais c'est un problème de taille.
Les associations perverses sont aussi à éviter. Il est particulièrement important d'éviter de travailler directement pour quelqu'un que vous n'admirez pas et que vous ne souhaitez pas imiter. C'est très dangereux. Nous sommes tous soumis, dans une certaine mesure, à l'influence des figures d'autorité, surtout lorsque ces figures nous récompensent. Et cela demande un certain talent pour y résister. Ma méthode a été de repérer les personnes que j'admirais, puis de manœuvrer habilement, sans critiquer personne, pour me retrouver à travailler uniquement pour celle-ci. De nombreux cabinets d'avocats permettent cela, si vous êtes assez astucieux pour l'obtenir. Votre parcours de vie sera bien plus satisfaisant et bien meilleur si vous travaillez sous la direction de personnes que vous admirez vraiment. L'alternative n'est pas une bonne idée. Ensuite, le maintien de l'objectivité. Nous nous souvenons tous que Darwin accordait une attention particulière aux éléments qui infirmaient ses croyances, surtout lorsque cela contredisait quelque chose qu'il croyait ou aimait profondément. Les checklists de maintien de l'objectivité sont absolument nécessaires si vous souhaitez penser de manière correcte. Et ici, nous parlons de l'attitude de Darwin, une attention spéciale aux preuves contraires et aussi aux checklists de vérification. Les checklists de vérification permettent d'éviter de nombreuses erreurs. Vous devriez posséder toute cette sagesse élémentaire, puis passer en revue une liste mentale pour l'appliquer. Il n'existe pas de meilleure méthode. Une dernière idée que j'ai trouvée très importante et que j'ai réalisé très tôt que le modèle non égalitaire fonctionnerait mieux dans les milieux que je souhaitais fréquenter. Que veux-je dire par non égalitaire? Prenez l'exemple de John Wooden. Lorsqu'il était le meilleur entraîneur de basket-ball au monde, il disait simplement aux 5 joueurs les moins performants, « Vous ne jouerez pas. Vous êtes intelligents, vous serez des partenaires d'entraînement. » Les 5 meilleurs faisaient tout le jeu et donc ils apprenaient davantage. Souvenez-vous de cette idée, les machines à apprendre. En jouant tout le temps, ses meilleurs joueurs apprenaient bien plus. Une fois qu'il a mis en place ce système, Wooden a remporté plus de victoires que jamais. Je pense que, sous bien des aspects, le jeu de la vie consiste à donner beaucoup de pratique aux personnes ayant le plus de talent et de disposition à devenir des machines à apprendre. Si vous visez les plus hauts sommets de la civilisation humaine, c'est par là qu'il faut aller. Vous ne voudriez pas choisir le chirurgien qui va opérer votre enfant parmi 50 candidats qui se relaient pour faire l'opération. Ce n'est pas ainsi que l'on obtient de la compétence pour les choses vraiment importantes. On ne construit pas son avion de cette manière, ni ne dirige Berkshire Hathaway ainsi. Il faut confier le pouvoir aux bonnes personnes. Je raconte souvent l'histoire de Max Planck quand il a remporté le prix Nobel et parcourait l'Allemagne pour donner des conférences sur la mécanique quantique. Au fil des conférences, son chauffeur a fini par mémoriser le discours. Un jour, il lui a dit : « Professeur Planck, comme c'est un peu monotone de toujours suivre la même routine, cela vous dérangerait-il que je donne la conférence cette fois-ci et vous pourriez simplement porter mon chapeau de chauffeur et vous asseoir ?» Planck a accepté, et le chauffeur a donné une longue conférence sur la mécanique quantique. À la fin, un professeur de physique dans le public a posé une question parfaitement déroutante. Le chauffeur a répondu : « Je suis surpris qu'une ville aussi avancée que Munich pose une question aussi élémentaire. Je vais demander à mon chauffeur d'y répondre. » Je raconte cette histoire non seulement pour célébrer l'esprit vif du protagoniste, mais dans ce monde, il y a 2 types de connaissances. La connaissance de Planck, celle des personnes qui savent vraiment, qui ont acquis des compétences et ont le talent pour cela, et la connaissance du chauffeur, celle de ceux qui savent réciter le discours, mais n'ont pas payé le prix pour vraiment comprendre. Ces derniers font grande impression, mais en fin de compte, ils ont la connaissance du chauffeur. Je crois que je viens de décrire pratiquement tous les politiciens des États-Unis. Dans votre vie, vous serez confronté au défi de confier les responsabilités aux personnes possédant la connaissance de Planck et non à celles qui ont la connaissance du chauffeur. Et d'énormes forces s'y opposent. Ma génération vous a savonné la planche, dans une certaine mesure. En Californie,
Nous vous léguons une législature où seuls les extrémistes certifiés de gauche et de droite peuvent siéger, et aucun d'eux ne peut être écarté. Voilà ce que ma génération vous a laissé en héritage. Mais après tout, vous n'aimeriez pas que ce soit trop facile, n'est-ce pas? Une autre chose que j'ai constatée, c'est qu'un intérêt intense pour un sujet est indispensable si l'on veut vraiment exceller dans ce domaine. Je pouvais me forcer à être assez bon dans beaucoup de choses, mais je ne pouvais pas être vraiment excellent dans un domaine pour lequel je n'avais pas un intérêt profond. Dans une certaine mesure, il vous faudra donc, si possible, me suivre sur ce point. Essayez de vous diriger vers une activité pour laquelle vous avez un intérêt naturel. Une autre chose à faire, bien sûr, c'est d'avoir beaucoup d'assiduité. J'aime ce mot, car il signifie rester assis sur son derrière jusqu'à ce que ce soit fait. J'ai eu des partenaires formidables toute ma vie. Je pense que je les ai eus en partie parce que j'ai essayé de les mériter, en partie parce que j'ai eu la sagesse de bien les choisir, et peut-être aussi par un peu de chance. Deux partenaires que j'avais choisis pour une phase spécifique de ma vie avaient la règle suivante. Lorsqu'ils formaient une petite équipe de conception et de construction, ils s'asseyaient et établissaient la règle suivante pour leur partenariat à deux, partageant tout à parts égales. Chaque fois que nous serons en retard dans nos engagements envers les autres, nous travaillerons tous les deux 14 heures par jour jusqu'à ce que nous soyons à jour. Inutile de dire que cette entreprise n'a pas échoué. Ces personnes sont mortes honorées et riches. C'est une idée tellement simple et pourtant tellement efficace. Une autre chose, bien sûr, c'est que la vie nous infligera des coups terribles, des coups horribles, des coups injustes, peu importe. Certains s'en remettent, d'autres non. À ce sujet, je pense que l'attitude d'Épictète est la meilleure. Il considérait que chaque malchance dans la vie était une occasion de bien se comporter, une occasion d'apprendre quelque chose, et que notre devoir était de ne pas nous laisser submerger par l'apitoiement, mais d'utiliser ces coups terribles de manière constructive. C'est une très bonne idée. Vous vous souvenez peut-être de l'épitaphe qu'Épictète a laissée. Ici repose Épictète, un esclave de corps, réduit à la pauvreté extrême, et pourtant favorisé des dieux. Voilà comment on se souvient aujourd'hui d'Épictète. Il a eu un impact immense, et il était vraiment favorisé des dieux. Favorisé parce qu'il est devenu sage et courageux. Très bonne idée. J'ai une dernière petite idée, car je suis partisan de la prudence autant que de l'opportunisme. Mon grand-père a été le seul juge fédéral de sa ville pendant près de 40 ans, et je l'admirais énormément. Je porte son nom, et j'ai ces parties de Confucius en moi pour, même maintenant, me dire « Eh bien, le juge Munger serait heureux de me voir ici. » Je suis assez partisan de Confucius pour, même toutes ces années après sa mort, porter haut les valeurs de mon grand-père. À l'époque, les veuves de juges fédéraux ne recevaient aucune pension. Ainsi, s'il n'avait pas économisé sur son revenu, ma grand-mère aurait vécu dans la misère. Fidèle à son caractère, il a dépensé moins que ce qu'il gagnait toute sa vie et lui a laissé de quoi vivre confortablement. Dans les années 30, la banque de mon oncle a fait faillite et ne pouvait pas rouvrir, et mon grand-père l'a sauvée en y plaçant un tiers de ses actifs en échange des actifs pourris. Bien sûr, cela a sauvé la banque. Bien que mon grand-père ait essuyé une perte, il a récupéré la majeure partie de son argent avec le temps. Cet exemple m'est resté en mémoire. Quand je suis arrivé à l'université, je suis tombé sur Haussmann, et je me suis souvenu d'un de ses poèmes qui disait à peu près ceci. Les pensées des autres étaient légères et volatiles, de rencontres amoureuses, de chance ou de gloire, les miennes étaient de tracas, stables et fermes, et j'étais prêt quand les ennuis sont venus.
Vous pourriez dire, qui voudrait passer sa vie à anticiper les ennuis? Eh bien moi, je l'ai fait. Toute ma vie, j'ai anticipé les ennuis. Me voilà bien avancé dans ma 84e année, et comme Épictète, j'ai eu une vie privilégiée. Anticiper constamment les difficultés et être prêt à bien réagir si elles se présentent ne m'a jamais rendu malheureux. Cela ne m'a pas nui, bien au contraire. Ainsi, je vous laisse avec Haussmann et le juge Munger. La dernière idée que je souhaite partager avec vous, alors que vous entrez dans une profession où l'on instaure souvent un excès de procédure, de précaution et de formalisme, c'est que ceci n'est pas la forme la plus élevée que peut atteindre la civilisation. La forme la plus élevée que peut atteindre la civilisation est celle d'un réseau de confiance mérité et sans faille. Peu de procédures, juste des personnes totalement fiables, se faisant mutuellement confiance. C'est ainsi que fonctionne une salle d'opération à la clinique Mayo. Si un groupe d'avocats y introduisait trop de processus, les patients mourraient tous. Donc n'oubliez jamais, en tant qu'avocat, que vous pourrez gagner votre vie en vendant tout ce formalisme, mais vous n'êtes pas obligé de l'adopter pour vous-même. Vous pouvez être rémunéré pour le vendre, mais vous n'avez pas à y croire. Dans votre vie, ce que vous voulez vraiment, c'est un réseau de confiance mérité et sans faille. Si votre contrat de mariage fait 47 pages, mon conseil serait de ne pas vous engager. Voilà, c'est assez pour une remise de diplôme. J'espère que les réflexions d'un vieil homme vous seront utiles. Je suis comme le personnage dans Le Voyage du pèlerin qui dit « Mon épée, je la laisse à celui qui pourra la porter. Que la force soit vôtre, ne serait-ce qu'un instant. » Cette vidéo est terminée. Si ce discours de Charlie Munger vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça aidera la chaîne. N'hésitez pas à explorer la chaîne pour y découvrir d'autres vidéos de ce type et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!